Maxime, bonjour. Bonjour Christophe. Est-ce que tu pourrais te présenter avec tes recherches? Donc, je suis enseignant-chercheur à l'université Paul Valéry Montpellier 3 et je suis spécialiste de littérature francophone. Est-ce que tu pourrais présenter en fait ce que tu fais en littérature francophone? Alors, je travaille en fait depuis ma thèse sur plusieurs sortes de francophonie que j'ai un peu récemment essayé de rethéoriser. Disons que dans ma thèse, j'ai travaillé sur un auteur libanais d'expression française qui était Salah Stétier, qui est aujourd'hui un auteur assez connu, reconnu, poète, mais aussi essayiste, et donc qui vient d'une francophonie qu'on peut appeler un peu globalement post-coloniale, disons, au moins au sens chronologique du terme, le Liban ayant été un mandat français dans l'histoire. Et d'autre part, j'ai travaillé sur un écrivain qui s'appelle Laurent Gaspard. Laurent, ça s'écrit A-N-D, qui est en fait qui est originaire de la minorité hongroise de Transylvanie, donc une région de la Roumanie, et qui, lui, venait donc d'une région où le français ne figurait pas, disons, dans le paysage, une région non francophone, et qui est venu au français pour diverses raisons, et qui est un écrivain qu'on appellerait aujourd'hui translingue. Donc, en fait, j'ai travaillé sur ces deux poètes. Ma question, ma problématisation était les rapports entre poésie et philosophie, pour le dire rapidement. Mais, en fait, très vite, je me suis aussi intéressé aux divers types de francophonie. Donc ça, c'était la première partie en fait de mes travaux, une approche, disons, mêlant critique littéraire et sciences humaines, philosophie, autour d'un corpus, disons, francophone, lui-même au fond divers. Et par la suite, et depuis une dizaine d'années, j'ai, disons, enrichi cette approche, je l'ai augmentée en intégrant un certain nombre d'autres paradigmes ou concepts ou répertoires intellectuels empruntés d'une part aux cultures et aux post-colonial studies, donc à la tradition anglo-américaine, et d'autre part la sociologie française de la culture et à l'histoire culturelle. Voilà. Alors je rebondis, tu parles des écrivains translingues et tu parles du courant des post-colonial studies. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus en fait sur ces deux, un écrivain translingue? Est-ce que... Oui, là voilà, moi j'en suis arrivé à l'idée en fait que c'était un peu difficile d'ailleurs le terme francophone, aussi bien linguistiquement que littérairement, est en fait un terme problématique, même si on l'utilise, il pose des tas de problèmes de définition et aussi d'autres problèmes, hein, parce que c'est un peu compliqué de trouver le point de rencontre ou l'élément de définition qui regrouperait au fond un ensemble extrêmement divers, hétérogène d'écrivains venus du monde entier. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Akira Mizubayashi, François Cheng, Milan Kundera, Laurent Gaspard ou Amadou Kourouma, Tara Benjeloun, Michel Tremblay et d'autres, etc. Et finalement, je me suis dit que, au fond, on pouvait les classer en trois groupes, hein, selon que le français était ou pas leur langue maternelle. Le premier groupe, moi je propose de l'appeler diatopique, hein, c'est les écrivains issus de régions comme par exemple la Belgique ou la Suisse, ou dans une moindre mesure le Luxembourg, où le français est implanté de longue date, presque depuis aussi longtemps que le français, mais où le français est une variante ou une variété par rapport au français, disons, hexagonal standard. Et ces écrivains, par ailleurs, sont souvent ou plurilingues. D'autre part, il y a les écrivains post-coloniaux qui, eux, viennent de régions où le français a été implanté depuis, disons, le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, à la faveur de la colonisation française. Et les écrivains donc translingues, troisième catégorie, qui, eux, viennent de régions ou de pays où ce ne sont pas francophones, où le français n'est pas du tout une composante, disons, du paysage culturel, mais qui ont choisi le plus souvent, pour différentes raisons d'ailleurs, de passer au français. Et là, ça regroupe aussi bien finalement les Européens que les non-occidentaux, sans aucun rapport avec la colonisation française. Est-ce que ces écrivains en fait véhiculent un discours sur la langue française? Parce que quand on travaille sur la francophonie, on travaille beaucoup aussi sur la construction d'un discours via les anthologies, via les présentations en fait de ces écrivains francophones. Il y a aussi leur utilisation dans le discours sur la langue française. Est-ce que tu perçois
l'élaboration d'un discours sur, parce que l'écrivain translingue, c'est celui qui a fait le choix de la langue française comme langue d'écriture. Est-ce que tu perçois ce type de problématique? Absolument. Et donc dans l'ouvrage inédit là, que j'ai réalisé pour mon habilitation à diriger des recherches, j'ai mené une interrogation, disons, politique sur la francophonie littéraire et même sur le concept de francophonie. Et je suis parti notamment d'une constatation en regardant les programmes universitaires, les manuels, comme tu le dis, et tout un ensemble que j'appelle pratico-discursif autour de la langue française, la littérature française, etc. Et je me suis aperçu qu'il y avait d'abord un francocentrisme extrêmement fort, qui valorisait à tous les niveaux du système littéraire des écrivains français, entre guillemets, reste à savoir ce qu'on entend évidemment par écrivain français, et qui, d'autre part, marginalisait les écrivains francophones, sous le mot même de francophone, et qui assimilait les translingues en les intégrant de manière plus ou moins rapide à la littérature française, tandis que les francophones, qui sont souvent sous ce nom les post-coloniaux, étaient eux, pour le coup, un peu laissés de côté ou marginalisés pour des raisons qu'il faut bien appeler néo-coloniales et parfois même pour les écrivains, disons, afro-descendants, ethno-raciales. Donc oui, il y a au principe même de la francophonie littéraire, en tout cas, ce qui m'intéresse, et la manière dont ça se constitue dans le système éducatif et plus largement dans la culture nationale française, un principe à la fois franco-centré, ethnocentriste, qui renvoie à la construction nationale ou nationaliste de l'État-nation. Alors, c'est intéressant parce que tu viens de donner une conférence sur une thèse, au sens scientifique, c'est-à-dire une hypothèse même que tu fais sur la reconstruction d'une histoire des littératures d'expression française. Alors là j'utilise d'ailleurs un vocable canadien, en fait, littérature d'expression française. Comment tu vois aujourd'hui, parce que tu parles de francophonie littéraire, tu parles de discours, comment est-ce que tu vois les littératures d'expression française, comment les nommer, en fait, parce que c'est toujours aussi le souci. C'est ça le problème, en fait. Comment est-ce qu'on peut les nommer sans les exclure, et en même temps, comment est-ce qu'on peut maintenir une différence, finalement, entre les écrivains ou les littératures françaises, français, et les littératures francophones? C'est un vrai débat. Il y a des discussions très fortes en ce moment à l'université française pour savoir tout simplement s'il est nécessaire ou pertinent de maintenir l'idée même d'une francophonie littéraire, d'utiliser encore le mot. Est-ce qu'on ne devrait pas, parce que c'est un mot qui est compliqué pour plein de raisons, et est-ce qu'il y a même une différence francophone, en fait, la plupart des débats portent sur cette question-là. Et qu'est-ce qui différencierait finalement les écrivains français des écrivains francophones, au nom de quels critères? Et ça, c'est un débat assez complexe que moi j'ai fini par résoudre. En tout cas, la position que je propose consiste à dire que cette différence, elle existe, et elle est d'ordre politico-linguistique. En fait, c'est un rapport différentiel, d'une part, à la culture française, puisque le plus souvent, les francophones sont des écrivains qui ne sont pas nés en France métropolitaine et qui n'ont pas été socialisés en France métropolitaine, qui viennent, pour le dire rapidement, d'autres cultures. Et c'est un rapport aussi différentiel à la langue française ou au français standard. C'est-à-dire que le plus souvent, ce sont des écrivains bilingues ou translingues, ou multilingues, qui ont un rapport différent des écrivains français qui, eux, ont un rapport monolingue à la langue française. Mais en ayant posé cette différence avec d'autres collègues, en disant que finalement les francophones sont, comme le disait une universitaire canadienne, Lise Gauvin, à la croisée des langues, et en précisé aussi cette question de manière, disons, politico-linguistique, j'ajoute aussitôt que finalement, ça a longtemps été le cas aussi des écrivains français, qui ont, pendant très longtemps et depuis le Moyen-Âge, étaient eux aussi à la croisée des langues, entre français certes, mais aussi latin, jusqu'au début du XXe siècle, et langue régionale. Donc finalement, mes travaux consistent à essayer de renverser la perspective en disant, certes, cette différence, elle existe, mais ce n'est pas une différence qu'il faut essentialiser, c'est une différence historique liée à la construction même de l'État-nation sur une base que j'appelle nationale monolingue, mais c'est une construction lente et assez tardive dans l'histoire française, qui a été surtout fixée sous la Troisième République, laquelle a aussi imposé rétrospectivement une vision nationale monolingue de l'ensemble de l'histoire littéraire, alors que finalement c'est un processus très, très tardif, très instable aussi, et que finalement les écrivains français ont eux aussi longtemps été
dans cette même situation. Donc moi, ce que je propose de dire, c'est à partir de quand la littérature française a-t-elle cessé d'être francophone? C'est plutôt comme ça, je crois qu'il faut voir les choses, et on s'apercevrait que finalement, en relisant l'histoire littéraire française depuis le Moyen-Âge, sur la base d'une part du plurilinguisme, en montrant que les écrivains français ont aussi été entre plusieurs langues pendant très longtemps, et d'autre part d'une dissociation entre langue et territoire national, et en montrant qu'au Moyen-Âge, on écrit en français ailleurs qu'en France, hein, et donc, bien sûr, dans ce qu'est aujourd'hui le Royaume-Uni, mais aussi en Italie, mais aussi dans d'autres régions. Donc en faisant ce travail comme ça de dénationalisation de la langue et de la littérature française, et en réintroduisant la question du plurilinguisme, on s'aperçoit que finalement, l'histoire littéraire française a longtemps été francophone, que finalement la littérature française est une sorte de processus très tardif, je dirais presque de manière provocatrice, une exception, en tout cas une invention de la tradition. J'utilise évidemment les travaux d'Eric Hobsbawm, l'historien britannique, hein, qui a montré ça, qui a eu une fonction de construction du sentiment national très forte à la fin du XIXe siècle. Et alors que finalement, si on voit les choses de cette manière, on s'aperçoit que nos francophones actuels, loin d'être ces étrangers qu'on ne sait pas comment intégrer dans la littérature française, au fond, ils ont une place tout à fait naturelle dans cette histoire au long cours, dont ils sont les héritiers, finalement, histoire translingue et donc francophone. Alors, on a un cours au niveau du master à l'Université de Stockholm sur l'émergence des littératures nationales dans les pays de langue romane, où on interroge justement la relation entre nation et littérature, parce que la littérature a souvent servi aussi de justification, en fait, hein, de la construction d'un ordre national, une sorte de légitimation. Tu as parlé du Moyen-Âge, on pourrait parler des formes de loyauté aussi vis-à-vis du pouvoir politique ou pas. Est-ce que donc, toi, la suite de tes recherches, ça serait donc dans cette histoire translingue en fait de la littérature française, ou quelle piste de recherche tu pourrais proposer à des jeunes étudiants qui interrogent de l'extérieur en fait ce rapport à la littérature française? Pour moi, les pistes sont plurielles évidemment. D'une part, reprendre l'histoire littéraire de langue française en la considérant de manière plus large que la nation française. Alors, ça engage d'une part à relire l'histoire des siècles anciens, à mon sens, jusqu'au Moyen-Âge, de manière francophone, et même de considérer comme francophone la création littéraire au Moyen-Âge, au XVIe siècle, et de se demander à partir de quel moment la littérature française s'est réduite finalement à un rapport monolingue assez strict au français sur le territoire national. Tout ça, c'est une lente construction politique, et littéraire, ça va ensemble. Bien sûr, en ayant conscience de ce que tu dis, c'est-à-dire de la fonction, disons, politique de contribution à la création de l'État-nation et du sentiment national qui a été dévolu à la littérature dans plusieurs pays européens, mais particulièrement en France. Pascal Casanova, dans la République mondiale des lettres, a montré que la France était l'un des pays qui a initié ce processus le plus tôt, dès finalement François Ier. Voilà. Alors d'une part, relire les siècles anciens de manière comme ça, en réouvrant l'histoire littéraire de manière francophone, ça me semble une piste féconde. Il y a beaucoup de travaux en ce moment qui parlent de francophonie du Moyen-Âge, qui utilisent le mot francophone, hein, notamment dans les pays anglo-saxons, ou en Italie. Il y a certains collègues 16e qui parlent des auteurs français du XVIe siècle comme d'auteurs francophones, hein, qui utilisent délibérément le mot. Donc à mon avis, c'est tout à fait fécond de reprendre les choses comme ça. Et d'autre part, et c'est le deuxième aspect dans lequel je me suis engagé avec un certain nombre de collègues, je pense qu'il est urgent, impératif aujourd'hui de renouveler notre approche de l'histoire littéraire pour ne la considérer non plus comme une histoire littéraire nationale, c'est-à-dire l'histoire littéraire de la France, mais une histoire littéraire plus large que la nation française. Donc là, on peut avoir du vocabulaire différent. Hein. Est-ce qu'on dit mondial? Est-ce qu'on dit une histoire littéraire universelle? Est-ce qu'on dit une histoire littéraire planétaire de langue française? Est-ce qu'on dit une histoire littéraire... Moi, j'ai opté finalement pour histoire littéraire mondiale de langue française. Ça veut dire en tout cas une histoire littéraire transnationale, prenant en compte évidemment la France, bien sûr, mais pas seulement, et donc essayant de reconstruire l'histoire littéraire à une échelle globale. Donc, au fond, c'est appliquer à l'histoire littéraire ce global turn qui, au fond, est un peu à l'œuvre dans toutes les sciences humaines et sociales en ce moment. Et je pense que ça, c'est aussi un chantier très, très important. Alors, tu parles justement, moi j'entends hein, cette entreprise de reconstruire finalement l'histoire littéraire d'expression française, enfin on pourrait dire. Tu parles du terme de francophonie. Alors c'est vrai que
francophonie avec un petit F. Alors, il y a le terme francophone qui est non plus pas très ancien comme terme, en fait, 19e siècle, etc. Francophonie, ça vient après dans le discours, en fait. C'est-à-dire que c'est au moment où on va peut-être essayer d'avoir une idéologie volontariste sur les différents espaces francophones où les littératures s'écrivent. Toi, tu es pour maintenir ce terme de francophonie? Tu le disais au début de l'entretien. C'est une vraie question. Ouais. Il y a plein de débats sur ça. Est-ce qu'on garde ou pas ce terme, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il désigne, est-ce qu'il a un vrai pouvoir, disons, heuristique? Est-ce qu'il désigne quelque chose ou pas dans la réalité? Donc moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il y a une différence francophone. C'est une position déjà dans le débat. Et d'autre part, cette différence, je la nomme comment? Et je fais partie des gens qui, finalement, gardent ce mot. Oui. Mais le problème, comme tu le soulignes, c'est les interférences très fortes qu'il y a entre la francophonie politique et institutionnelle, sous attraction française, disons, la francophonie comme universalisme français au XVIIIe siècle, avec Rivarol, dont Rivarol a emblématisé un petit peu l'idéologie, et d'autre part, le colonialisme, puisque c'est à la faveur de la colonisation que Onésime Reclus donc, forge le mot à la fin du XIXe siècle, dans un contexte colonial. Et ces éléments comme ça d'expansion française, d'universalité française, de rayonnement de la France dans le monde sont évidemment très très forts aujourd'hui, pèsent sur la francophonie politique et institutionnelle, et évidemment ont tendance aussi à hanter ou à entacher la francophonie littéraire. Alors, ce qu'il faut, c'est dissocier évidemment les deux. C'est compliqué. On hérite d'un mot extrêmement lesté, de strates comme ça, très idéologique, et aussi de jugement de valeur très fort. Mais finalement, moi, je garde le mot en appelant à décentrer la francophonie et de la France, en fait. Non pas en rejetant la France, qui serait complètement stupide, on ne peut pas faire cette histoire littéraire ou cette francophonie littéraire sans la France, c'est évident, mais en simplement disant que la France n'est pas l'espace exclusif littéraire de cette, disons, mondialité de la langue littéraire de langue française, et que les Français n'ont, pour le dire plus simplement, pas l'exclusivité de la langue française, ils n'ont pas l'apanage de la création littéraire en français. Or, ce francocentrisme est encore massivement à l'œuvre, aussi bien en France que finalement dans une partie de la francophonie. Donc, en faisant cette histoire littéraire transnationale, j'appelle aussi à décentrer en partie, à dissocier en partie la langue française, la création de langue française et la France. Écoute, merci beaucoup en tout cas de nous avoir rendu visite à Stockholm, et puis on espère que ces pistes de recherche aussi motiveront nos étudiants, parce que je pense que c'est un débat qui est extrêmement pertinent aujourd'hui. Merci beaucoup, Christophe. Merci.